Pourquoi est-il important de parler d'accouchement? Eh bien parce que la naissance aujourd'hui est devenue une expérience technologique où le processus naturel a été remplacé avec des procédures artificielles et un calendrier. On en a fait une procédure médicale dont les effets peuvent être plus importants qu'on ne le croit sur la vie future de l'enfant et de la mère. Pourtant, rien n'est plus naturel que d'accoucher et dans les bonnes conditions. Et donc, on va parler de ça aujourd'hui. Comment préserver un accouchement le plus naturel possible, avec le moins d'intervention possible. Donc, le sujet d'aujourd'hui est très vaste. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses à dire. Voici, je voulais vous faire une petite présentation du menu, hein, une petite idée de ce qu'il y a au menu aujourd'hui. Donc, on va voir ce qui augmente les risques de surmédicaliser votre accouchement. Hein. Pourquoi il y a une épidémie de surmédicalisation de l'accouchement? Quels sont les dangers de cette surmédicalisation? Ce qu'il faut savoir sur la naissance par voie basse. En quoi ça va influencer la santé de vos enfants pour toute leur vie. Les risques de la césarienne. Les astuces pour vous protéger de la surmédicalisation de votre accouchement. Et comment accélérer le travail. Okay. Alors avant de commencer, je voulais me présenter rapidement pour celles qui ne me connaissent pas. Voilà, je suis Cécile Heller, je suis aromathérapeute holistique, conférencière, auteure de pas mal de livres, et puis j'enseigne l'aromathérapie holistique dans mon école en ligne AromaPro. Et ma spécialité, c'est justement de combattre la surmédicalisation, et pour ça, j'éduque le grand public sur les dangers de la toxicité interne et de la dépendance chimique par la gestion et le contrôle de la candidose chronique. Voilà. Je vous conseille aussi d'éteindre toutes les applications qui peuvent interférer dans la bonne connexion ici, donc ce qui est Skype, email, Facebook, etc. Et puis je répondrai donc à vos questions en fin de présentation. Donc si vous en avez, écrivez-les sur le chat du panel de contrôle là dans les questions. Ok. Alors, on va mettre d'abord les choses au point. Qu'est-ce qui va provoquer la surmédicalisation d'une grossesse et d'un accouchement? C'est la peur d'une femme à qui on n'a rien expliqué. Il faut absolument combattre le manque de support humain durant la grossesse, le manque d'information. Ce qu'on veut que vous sachiez, en général, c'est on s'occupe de tout, vous inquiétez pas. Mais leur façon de s'occuper de tout, c'est aussi une façon de se simplifier la vie, et pas nécessairement la vôtre. C'est pas toujours dans votre intérêt que le système médical prend les devants. Il faut que vous le sachiez. Donc, pourquoi il faut éviter la surmédicalisation? Il y a des procédures routinières telles que l'accouchement provoqué, la péridurale, la restriction des positions d'accouchement, qui vont pas vous faciliter les choses comme on essaie de vous le faire croire, parce que c'est des procédures qui vont augmenter les difficultés du travail, qui vont entraîner encore plus d'interventions externes. Et donc, plus la médecine intervient dans le processus de la naissance, plus grands sont les risques d'effets secondaires sur la mère et sur le bébé. Et ça, évidemment, on ne vous en parle pas. Et c'est aussi une autre explication au nombre croissant des césariennes. Pour un petit exemple, quand moi j'ai accouché la première fois il y a 22 ans, et j'étais en Californie et j'ai eu la chance d'être prise en charge c'était une clinique où il y avait un taux très bas de césarienne. Et je me rappelle que les classes d'accouchement étaient données par une sage-femme qui était farouchement contre la péridurale. Et donc, elle nous avait fait le méga cours sur les risques. Elle a dû en voir plein. Elle nous avait raconté plein d'histoires. Son expérience professionnelle était suffisamment éloquente pour que ça vous refroidisse. Et donc, mon mari était terrorisé à l'idée que je me fasse piquer le dos. De toute façon, on avait pris suffisamment de cours, donc elle nous avait fait faire plein d'exercices
pour favoriser l'accélération du travail, pour rendre tout ça archi rapide. Et effectivement, ma fille, je l'ai faite en 4 heures et c'était mon premier bébé. Je m'y attendais pas du tout. Et par contre, mon fils qui s'est présenté en siège, là du coup, j'ai eu une péridurale pour qu'on me le retourne. J'ai découvert les joies de la péridurale, enfin le soulagement de la péridurale. Bon, faut dire que là, ils m'ont fait aussi intervenir une anesthésiste qui était soi-disant la topissime de chez la topissime, qui m'a anesthésiée tellement que j'ai absolument rien senti de toute la procédure. J'en ai eu 2 parce que j'en ai eu 2 de suite, une pour le retournement du bébé, du coup j'en ai demandé une pour le déclenchement. Enfin, ça a déclenché l'accouchement. Et j'ai eu 2 péridurales en 2 jours. Et c'est clair que pour mon fils, par contre, ça a mis 9 heures. Ça a mis donc plus du double que pour ma fille, puisque une fois que j'étais sous péridurale, je pouvais plus marcher, je pouvais pas faire les exercices qu'on m'avait renseignés pour mon premier accouchement. J'ai rien pu faire pour faire accélérer le processus. Et donc là, j'ai testé, j'ai vu la différence, et c'est clair que c'est une des choses que j'explique aux femmes. La péridurale, c'est génial, mais il y a tellement de risques quand vous faites durer votre accouchement. C'est vrai qu'en jusqu'au bout, on a eu peur. Si ce monstre s'était pas décidé à sortir comme une savonnette au bout de 9 heures, et j'étais bonne pour la table d'opération et la césarienne. Donc c'est un truc qu'on ne vous dit pas et qui est très très fréquent et que j'ai testé moi-même 2 fois. J'ai testé la différence avec et sans, et il y a du bon et du pour dans les 2 cas, mais je crois que on va voir ça aujourd'hui, les risques liés à la césarienne ne sont pas à prendre à la légère. Donc, il y a des fois où ça vaut la peine de se renseigner sur les moyens de l'éviter et les moyens de faire fonctionner les choses sans ce qui risque de la provoquer. Donc, au cours du siècle dernier, les pays développés ont considérablement réduit les risques liés à la maternité, mais d'un autre côté, la grossesse et la naissance sont de plus en plus traitées comme des maladies et font intervenir un nombre inquiétant de procédures, de médicaments et de procédures chirurgicales, même dans des cas de grossesse et d'accouchement à moindre risque. Alors, il y a des soins high-tech qui finissent par rendre la naissance très coûteuse. On devient exposé à de plus en plus de dangers, des interventions invasives et inutiles, et la plupart du temps sans nécessité ou efficacité. C'est drôle parce que moi j'ai vécu l'accouchement aux États-Unis où les gynécos, enfin les obstétriciens ils font attention à tout parce que ici c'est extrêmement rapide de se retrouver avec un procès. Pour peu que votre bébé, si une femme accouche d'un bébé qui lui plaît pas, à la limite elle peut en rendre l'obstétricien responsable. Et j'ai travaillé avec des femmes enceintes en Chine, et là on fait l'inverse, c'est-à-dire que on essaye d'intervenir le moins possible, sauf quand il s'agit de provoquer l'accouchement avec une césarienne. Mais en dehors de ça, je veux dire, pendant toute la grossesse, il y a rien comparé à ce que, je veux dire, en termes d'échographie, en termes de toucher vaginal, de vérification du progrès de la dilatation, etc. Il se passe rien, on n'intervient pas. Et il y a quand même des fois où, et ça a été démontré, c'est pas nécessaire du tout. C'est juste intéressant pour nous. C'est vrai que pendant un travail, on aime bien savoir où on en est, surtout quand on n'est pas sous péridurale. Et ça encourage de savoir que ça avance et qu'on arrive au bout. Mais sinon, il n'y a aucune raison de faire autant de vérifications pendant une grossesse qui, a priori, n'a rien de problématique. C'est même... ça peut être même un risque voilà, c'est un risque de risque. Voilà. Ça, c'est un truc que j'ai appris pendant que j'étais sur place chez les Chinois, curieusement. Donc, ce qu'il faut, voilà, le soin anténatal, c'est quelque chose qu'il faut connaître. Ça rassemble toutes les interventions que la femme enceinte reçoit via les services de soins organisés. Et donc, le but, c'est de prévenir, d'identifier, de traiter les anomalies qui peuvent mettre en danger la santé du fœtus, du nouveau-né ou de la mère, et aider la mère à approcher la grossesse puis la naissance le plus sereinement possible. On est bien d'accord. Mais la recherche internationale montre que l'importance
d'informer et d'impliquer les femmes au sein du planning de leur grossesse et de leur accouchement. C'est très important et cette participation est clé pour réhumaniser le soin maternel et une façon d'en limiter la surmédicalisation. Il faut impérativement que vous sachiez exactement quels sont vos droits, à quoi vous attendre et ce que vous êtes en droit de réclamer pour votre accouchement et pour après d'ailleurs. Alors, pourquoi combattre la surmédicalisation? Eh bien, parce qu'elle se solde souvent par l'administration de produits inutiles et potentiellement toxiques. Bien sûr, par plus de césariennes. La césarienne est abusivement choisie alors qu'elle ne devrait pas être utilisée, elle ne devrait être, utilisée qu'en cas de réelle urgence. C'est une procédure d'urgence. C'est pas un choix d'accouchement. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, il est beaucoup plus lucratif de faire des césariennes que d'assister à un accouchement naturel. C'est beaucoup plus compliqué parce qu'un accouchement naturel, ça monopolise toute une flopée de personnes à des heures de la nuit ou du jour qui sont absolument pas gérables. On ne peut pas le savoir à l'avance. Et c'est beaucoup plus simple, évidemment, de dire on va vous faire sortir le bébé à telle heure, dans tel bloc. On peut prévoir sur le planning de tout le monde quand est-ce que ça va se passer. Ça rapporte beaucoup plus d'argent à la fois à l'accoucheur et à l'hôpital. Et ça simplifie les choses au niveau matériel. C'est une des raisons pour lesquelles le taux de césarienne est de plus en plus élevé dans les établissements privés. Et donc, c'est pour ça aussi que la césarienne, c'est une naissance sur 5 aujourd'hui. Alors qu'il n'y a pas une naissance sur 5 qui la justifie. Parce que c'est quand même une procédure d'urgence. Et c'est devenu un choix, donc, programmé à l'avance. 7% des femmes qui sont censées accoucher naturellement et se présentent à l'hôpital en cours de travail normal finissent par subir une césarienne. Vous imaginez, moi j'ai eu ça, je me rappelle pour mon dernier accouchement, il y a une pauvre fille que j'avais vue arriver, je l'avais vue la veille chez le gynéco, et j'ai appris que après le gynéco, elle a directement été admise à l'hôpital. Moi je suis arrivée durant la nuit, et elle, ça faisait donc au moins 12 heures qu'elle était en plein travail. Et je crois que c'est au bout de 20 heures de travail que finalement ils ont été la couper. C'est vraiment vache. Finir par avoir une césarienne quand vous êtes farci 20 heures de travail, c'est vraiment pas un cadeau. Ça vous laisse un mauvais souvenir de votre accouchement. Donc une césarienne, c'est justifié uniquement lorsque il y a détresse fœtale, présentation anormale du bébé et une anomalie du pelvis de la maman, donc du col, et puis un diabète gestationnel, une grossesse multiple, une hypertension artérielle, ou alors la décision d'un accouchement avant terme d'urgence. Moi, je pense à la fille là, qui a eu ses 20 heures de travail avant d'accoucher. C'est une fille qui n'a pas suivi du tout les cours que moi j'avais suivis et qui n'a pas été marcher dans les escaliers, se mettre à quatre pattes, prendre des positions qui facilitaient le travail, qui aidaient qui faisaient avancer le travail. Bon, c'est clair que si je devais accoucher aujourd'hui avec ce que je sais sur l'utilisation des huiles en plus et sur les points d'acupuncture, peut-être que mon premier accouchement, il aurait été encore plus court. Et le deuxième, du coup aussi, j'aurais pas attendu aussi longtemps pour me faire une version. Il y a plein de choses que vous pouvez utiliser aujourd'hui qui simplifient énormément le travail, on va en parler là, qui le rendent beaucoup plus efficace. Donc, la césarienne en chiffres, selon l'OMS, le taux maximum acceptable de césarienne est de 15%. Okay, et un hôpital dont le taux de césarienne dépasse les 20% fait courir des risques inutiles aux femmes et à leurs enfants. Mais sachez que le taux de césarienne en France avoisine les 20 à 30%. Ça signifie que la moitié des césariennes n'est pas justifiée médicalement. Et ça, franchement, c'est grave. Non seulement ces 15% n'apportent rien à la mère et à l'enfant, mais il a été prouvé que plus le taux de césarienne est élevé, plus on compte d'effets secondaires, d'hémorragie, d'infections nosocomiales, de complications, de dépression et de problèmes d'allaitement. Alors rien ne vous oblige d'accoucher par césarienne pour toujours une fois que ça vous est arrivé, il faut quand même qu'on le précise. Mais cependant,
presque 70% des femmes qui ont subi une césarienne la première fois y ont droit pour le deuxième. Sachez que le taux de césarienne dépend des établissements, hein, toujours. Certains ont des taux beaucoup plus élevés que les autres que de césarienne, c'est souvent par choix de facilité, c'est ce que je vous disais au début. Ne faites pas comme les Chinoises qui décident de la date de naissance de leur enfant selon la décision d'un astrologue. Hein. Quand elles savent qu'elles vont avoir une fille, elles demandent vite au maître Feng Shui à quelle date il faut qu'elle naisse pour être sûre de faire un mariage d'argent, hein, un mariage qui va servir à quelque chose, qui va la caser correctement. Donc ne faites pas ça. J'ai découvert ça là où je travaillais dans une clinique, j'étais plus ou moins en binôme avec une fille qui faisait de la sacro-crâniale et qui avait plein de nouveau-nés qui allaient pas, et elle a compris plus tard que en fait c'était des nouveau-nés qui avaient été grands prématurés parce que on avait provoqué la césarienne et l'accouchement bien avant la date pour que ça corresponde astrologiquement à un mariage d'argent. Donc effectivement, être grand prématuré au nom de l'abondance et du feng shui ne favorise ni la santé ni l'intégrité physique et émotionnelle d'un être humain. Mais à la limite, il y en a pour certains, c'est secondaire. Alors, je voulais vous raconter mon histoire de siège, parce que ça, c'est un exemple. Il y en a à chaque fois, quand je leur dis que mon fils est né par le siège, ils me disent, oh mon Dieu, donc tu as eu une césarienne. Eh ben non. Hein. Donc ce monstre, il s'est présenté en siège en fin de grossesse. C'est marrant à quel point, d'ailleurs, c'est révélateur de la personnalité d'un enfant. Mon fils, c'est le genre, bon maintenant c'est un vieux, il a 18 ans, mais il a toujours été comme ça. C'est toujours été non, 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 bon, d'accord. C'est monsieur, je dis non par principe, et après finalement il dit oui. Et ben là c'est le même genre, je veux dire, il a été normalement la tête en bas, et puis au dernier moment il s'est mis en siège. Finalement il a décidé que non, il était mieux comme ça. Et donc ça s'est présenté genre un mois avant l'accouchement, et ça a été tout un bins pour le faire changer d'avis. Mais bon, n'importe où ailleurs, on ne serait pas posé la question de lui faire changer d'avis. On aurait dit, bon, bah, de toute façon, il est en siège, on va pas se prendre la tête, on va lui faire une césarienne. Hein. Et pourtant, là où moi j'ai eu mon fils, ils avaient un taux de césarienne très bas qu'ils voulaient conserver, et donc ils ont décidé de me faire une péridurale pour faire une version, donc pour retourner manuellement le bébé. Hein. Et ça a marché, et la version a été radicale et en même temps a provoqué l'accouchement. Dès qu'il s'est retrouvé la tête en bas, bing, dans la nuit, il s'est annoncé. Hein. Et bon, s'il s'était pas retourné, il était prévu de provoquer l'accouchement 3 semaines avant pour qu'il ait la taille. Ils avaient mesuré la taille du bébé pour voir s'il allait passer. Donc, ils avaient quand même prévu tout un scénario de au cas où ça marche pas, au cas où ça marche pas. Il y avait plein de backups comme ça pour être sûr de pouvoir le faire quand même sortir sans utiliser de césarienne. Bon, et j'ai aussi écrit un article là-dessus, je crois même que j'en parle dans comment passer pour une super femme. Il y a vraiment des techniques normales, je veux dire, qui font passer un bébé par le siège. Moi, j'ai appris ça parce que mon accoucheur était spécialisé là-dedans et il m'a dit je peux très bien le faire. C'est pour ça qu'il avait dit il faut le faire pendant qu'il est assez petit, donc 3 semaines avant. Il pouvait le faire sortir par les fesses. Mais il y a toujours un petit risque que le bébé fasse un mauvais mouvement avec sa tête. Donc ils essayent quand même de les faire passer par la tête, hein, c'est clair. Mais c'est tout à fait faisable. Il y a une technique. Seulement aujourd'hui, de moins en moins d'accoucheurs prennent la peine d'apprendre cette technique parce qu'ils se disent, on s'en fout. Si jamais il y a eu un siège, on fera une césarienne. Mais il faut que vous le sachiez. Il y en a qui sont spécialisés là-dedans et qui savent faire passer tranquillement, sans aucun problème, les bébés par les fesses, hein, en siège. Hein. Voilà. Donc ce monstre, il était prévu de le faire passer. Il y a plein de façons de le faire sortir. Mais voilà, donc j'ai complètement évité le plan habituel de ne pas laisser le bébé choisir sa naissance, mais de provoquer l'accouchement avec une césarienne qui allait permettre à l'équipe de pas avoir à passer une nuit blanche à attendre que le bébé se décide à sortir, quoi. Donc tout le monde savait que je souhaitais pas médicaliser mon accouchement à outrance et ils ont complètement respecté mon choix. Donc c'est aussi à vous de le dire.
Ici aux États-Unis, on pratique beaucoup la liste le choix d'accouchement. Il y a des wish lists comme ça avant d'accoucher. Avant même, vous pouvez même en parler pour votre grossesse, mais bien avant votre accouchement, vous pouvez tout à fait préciser, ok, je privilégie ça, je veux éviter ça, et à la naissance du bébé, je veux qu'on lui fasse ça, je veux qu'on lui évite ça, ok. Il y a des choses, par exemple, si vous voulez allaiter, ben vous vous débrouillez. Enfin, il y en a qui le pratiquent pas, mais heureusement, mais il y en a pour qui c'est courant, le coup du biberon d'eau. Si vous laissez quelqu'un donner un biberon d'eau à votre bébé, d'abord, c'est pas un biberon d'eau normal, c'est un biberon d'eau sucré. Donc, ils vont habituer votre bébé au sucre. Et en plus, ils vont l'habituer au biberon, ce qui veut dire que ça va être encore plus compliqué de le mettre au sein après. Ça, c'était une chose dont j'étais complètement consciente quand j'ai eu mes petits. Et j'ai refusé, mais j'ai marqué noir sur blanc, je leur ai dit, si vous donnez un biberon d'eau sucrée à mon bébé, je vous colle un procès aux fesses. C'est radical. Dans ces cas-là, ça les retient. Hein. Faut pas hésiter. Donc, la naissance vaginale, c'est pas une torture à éviter. Et surtout, elle a vraiment son utilité sur tout l'avenir de l'enfant. Donc, il faut que vous sachiez que dans le ventre de sa mère, le ventre du bébé est stérile. Hein. Il a pas de bactéries. Mais il va être colonisé par des bactéries pendant la naissance, en fait. Hein. Juste au moment où il va passer dans le canal. Hein. Il va récupérer les bactéries du canal vaginal de sa mère durant la naissance, qui vont être produites que à ce moment-là. Ok, au moment du passage dans le canal de naissance, à ce moment-là seulement, des bactéries vont être émises là. Hein. Il y a toute une flore qui va être passée au bébé juste là. Hein. Et c'est pour ça un bébé qui naît de façon naturelle va récupérer le capital bactérien du vagin de sa mère. Alors qu'un bébé né par césarienne ne va récupérer que le capital bactérien de la peau de sa mère, ce qui n'a absolument rien à voir, hein, surtout en termes d'immunité. D'ailleurs, un truc à savoir, c'est que si jamais vous n'avez pas le choix et que vous êtes coincé avec une césarienne, il y en a qui le font, il y en a qui ont le réflexe, il y en a qui réussissent à le faire, c'est-à-dire que vous savez qu'ils vont le sortir, vous les prévenez, vous leur dites, vous me dites quand vous êtes sur le point de sortir le bébé, parce que je veux pouvoir lui transmettre ça. Il faut que vous insériez 2 doigts à ce moment-là dans votre vagin pour récupérer cette fleur et que vous le mettiez dans la bouche du bébé. D'accord? C'est la seule façon de lui faire profiter de cette flore qui n'est émise qu'à ce moment-là et qui est cruciale pour son immunité après. Alors, pourquoi la flore vaginale? Parce que c'est celle qui va renforcer l'immunité du bébé. Et donc, pendant la grossesse, la composition bactérienne du vagin de la maman va changer, sa concentration à lactobacillus va augmenter, et ce lactobacillus, est le type de bactérie qui va faciliter la digestion du lait après, du lait maternel, entre autres. Hein. Donc, un bébé né par césarienne ne profite pas de cette forte concentration de lactobacillus. Et c'est une différence qui va se faire sentir jusqu'à au moins 7 ans après la naissance. Hein. Donc, c'est une façon de moins vous compliquer la vie. Il y a des choses qu'il faut que vous sachiez, qu'il faut que vous appreniez à maîtriser pendant l'accouchement et d'ailleurs pendant la grossesse, qui vont vous permettre de vous faciliter énormément la vie durant les premières années de vie de votre bébé. Et après, je veux dire, parce que tout ce que votre bébé va capitaliser à ce moment-là, ça va se sentir après dans sa vie. Moi, je vois ma fille, si j'avais pas allaité 2 ans, je me demande comment elle serait aujourd'hui, tellement que c'est une emmerdeuse pour manger, quoi. Elle est pénible, elle tient tout à fait de son père, et elle a une constitution assez fragile, mais il lui arrive rien parce qu'elle a eu 2 ans de lait. Et je sais très bien que j'en connais d'autres qui ont ce type de constitution, je veux dire, et qui n'ont pas eu ça, et on voit largement la différence. Il y a des choses que vous pouvez apprendre à faire qui vont considérablement vous faciliter les choses après. Alors, les scientifiques commencent vraiment à tirer des conclusions et à faire le lien entre la richesse bactérienne de la flore des nourrissons et l'augmentation même de l'épidémie des césariennes. En fait, on a compris que l'obésité, l'asthme, les allergies, le diabète 1, les allergies alimentaires, l'eczéma, la maladie cœliaque sont tous des problèmes de santé qu'on rencontre de plus en plus chez les enfants et comme par hasard principalement chez ceux qui sont nés par césarienne.
Donc, quand je vous disais que vous allez vous simplifier la vie si vous faites tout, si vous faites ce qu'il faut pour favoriser une naissance vaginale, ou au moins pour faire le petit geste dont je vous ai parlé, de transférer votre propre flore dans celle du bébé, etc., s'il n'est par césarienne, vous simplifiez considérablement la vie. Parce que cette épidémie, c'est une épidémie de mauvaise qualité de flore, ok, et donc une défaillance immunitaire dont les milliers de femmes qui accouchent par césarienne ne se doutent même pas. Alors, encore une fois, de nombreuses césariennes peuvent être évitées, mais dans le cas où elles ne peuvent pas l'être, donc c'est ce que je vous disais, il faut que vous ensemenciez la flore du bébé en prélevant avec les doigts un peu de fluide vaginal et d'en faire entrer dans la bouche du bébé. Mais bon, il faut le savoir parce qu'il faut y penser. Dans ces cas-là, on pense qu'une chose, c'est avoir son nourrisson. Et ben voilà, une fois qu'on vous le présente, vous, il faut que vous arriviez à vous accéder en bas pour pouvoir aller lui mettre les doigts dans la bouche après. Alors, les autres risques liés à la césarienne, il faut quand même en parler. Pendant les césariennes, il faut beaucoup d'efforts pour tirer le bébé hors du ventre de la maman. Et donc la recherche sur le trauma de la naissance montre que cette action sur le bébé est considérée comme étant la plus importante cause de blessure du cerveau et de mort du bébé. Et puis surtout, la césarienne reste une cause importante de mortalité de la mère aussi et du bébé, ainsi que une source de plus de complications pour les accouchements futurs. Donc, je vais vous donner quelques astuces pour limiter les interventions. Parce que accoucher n'est pas une maladie ou une urgence qui requiert une intervention médicale excessive. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, c'est à vous de décider de vous en protéger et aussi de protéger votre bébé. Alors, quelques astuces. Faites-vous aider par une personne de votre choix qui sera chargée d'anticiper vos besoins pendant le travail, de vous faire boire régulièrement, de vous faire marcher, de vous faire monter et descendre les escaliers pour accélérer le travail et rendre les contractions plus efficaces. Alors évidemment, c'est le genre de choses que vous pouvez faire si vous n'êtes pas branché à On peut vous poser à la limite une perf pour au cas où vous en avez besoin, mais sans avoir besoin qu'elle soit reliée à un fil quelconque. Ok, vous pouvez avoir la chose sur le bras ou la main avec un sparadrap, que ce soit pas relié à quelque chose. Si en plus, alors, à titre préventif, vous savez, c'est beaucoup plus simple pour eux de vous brancher à une perche, et de pas se poser de questions. Rappelez-vous que c'est juste plus simple pour eux. Donc, il faut que vous puissiez absolument bouger. Il faut que vous puissiez monter et descendre les escaliers. Il faut que vous puissiez éventuellement vous relaxer dans l'eau. Il faut que quelqu'un soit là pour vous masser le dos ou les membres douloureux. Je donne beaucoup d'huile, de mélange d'huile pour ça. Il faut qu'on puisse vous passer un brumisateur d'eau sur le visage. Il faut qu'on vous aide à vous relaxer pendant les contractions, diffuser des huiles essentielles décontractantes, vous encourager, vous aider à trouver des positions qui vous aideront à tenir le plus longtemps possible sans craquer pour une péridurale, c'est-à-dire pas avant 7 ou 8, faut essayer de résister jusqu'à 7 ou 8 dilatations avant une péridurale. Et puis surtout, il faut pas hésiter à répéter, à faire des simulations, à vous mettre en situation en fonction des étapes importantes de la progression du travail. Et c'est ça qui m'a sauvée pendant mon premier accouchement. Je me rappelle, mon mari, c'était lui mon coach. Il était en jogging. Il avait tout prévu, il avait tout son matériel, balle de tennis, musique, enfin tout ce qu'on peut imaginer qui va servir à la balle de tennis, c'est pour le massage dans le dos, etc. C'est pour faire rouler sur le bas du dos, etc. Il avait, je me rappelle plus tout ce qu'il avait trimballé sur lui, mais enfin il avait son sac de sport avec tout un bins dedans exprès pour. Bon, si c'est pas un homme ou le père du bébé qui est là pour vous, trouvez-vous quelqu'un que vous mettez au parfum avant, à qui vous expliquez tout. Pour info, moi c'est la méthode Lamaze que j'ai suivie pour ces cours d'accouchement et c'est vachement efficace. Alors je sais pas du tout s'ils donnent ce genre de cours en France, mais ça se trouve facilement sur internet. Vous avez tous les détails de la méthode. Il faut que vous vous protégiez de la généralisation. Donc, il faut que vous sachiez que chaque femme est différente, donc ça vous en doutez, mais chaque accouchement aussi peut l'être. Il y a certaines femmes qui vont commencer à dilater à 36 semaines et arriver à 41 semaines pour finalement commencer leur travail à 7 cm. D'autres femmes auront leur bébé sans jamais avoir eu d'examen pelvien. Bon, pas besoin.
Les examens de routine ne sont pas médicalement nécessaires. Hein. On n'est pas forcé de vous en faire. Hein. Ils n'ont absolument aucune influence sur le succès de votre accouchement. Alors, pendant le travail, il est important que vous maîtrisiez la situation au maximum durant le travail. C'est là que vous devez réclamer des évaluations de progression de votre travail, si ça peut vous faciliter les choses. En fait, il y a 6 façons de mesurer le progrès d'un travail. Il y a la position du col, hein, il faut vérifier qu'il est de postérieur à antérieur. Plus vous avancez dans le travail, plus votre col avance vers l'avant. La maturité du col de l'utérus, eh ben, ça se touche, ça se vérifie à la texture, hein, qui passe par la fermeté du bout du nez à la souplesse des lèvres. Hein. Le col s'efface. Alors, évidemment, on va vous dire, il est effacé à 10% ou à 80%. Pour accoucher, il faut qu'il soit effacé à 100%. Le col va se dilater. La dilatation cervicale doit aller de 1 à 10. Hein, c'est ce qu'on vous explique en cours d'accouchement. C'est clair que d'aller de 8 à 10, c'est très intense. Et c'est en général à ce moment-là que la péridurale est vraiment très bienvenue. D'ici là, vous avez eu le temps de faire avancer. Si vous vous mettez une péridurale à 3, ben vous êtes scotché au lit. Et vous pouvez courir pour vous mettre debout ou vous mettre dans des positions à 4 pattes pour faire accélérer le processus. Hein. C'est même pas la peine. Hein. Une fois que vous êtes branché, c'est cuit. Hein. Et là, plus vous allez rester coincé au lit, plus ça va être long. Et en plus, ils vont vous balancer le stock d'ocytocine et ça n'a rien de bon pour votre équilibre général après. Bon, ça, je peux pas m'étaler là-dessus aujourd'hui. Mais... Donc, c'est à 10 qu'on va vous demander de pousser. Et d'ailleurs, ça va être encore plus dur de pas pousser si on vous le demande. Mais la tête du bébé va se tourner et s'allonger. Donc, il faut que vous sachiez. C'est rigolo parce que moi, je me rappelle, j'avais une copine qui m'avait dit, oui, j'en ai marre, c'était la fin de sa première grossesse, elle en avait ras-le-bol d'attendre. Elle m'a dit, écoute, tu peux me faire quelque chose pour stimuler? Et je dis, écoute, sans problème. Alors, je lui ai mis. C'est là que je sais à quel point les huiles essentielles sont de loin pas des déclencheuses d'accouchement. Hein. Je lui ai massé les pieds avec des huiles, parce que c'est sur les pieds qu'il y a le plus de points déclencheurs et autour des chevilles. Je lui ai fait la totale, la pauvre. Ça marchait pas. Bon, elle a eu des contractions, c'est clair, mais ça n'a pas été plus loin. Faut dire aussi que, comme à Hong Kong, les idiots, ouais, c'est quand même, il y a un moment où il faut réclamer ça. Hein. Personne lui avait dit que sa bébé était positionné en antérieur. C'est-à-dire qu'elle avait, au lieu d'avoir le visage vers le sol, elle l'avait vers le haut. Et du coup, là, évidemment, elle ne pouvait pas descendre. Et c'est là, c'est un cas de césarienne, par contre. À moins que quelqu'un arrive à la faire tourner. Hein. Mais donc, je pouvais faire tout ce que je voulais pour provoquer son accouchement, ça risquait pas de fonctionner, parce que là, le bébé peut pas descendre s'il est en antérieur. Bref, la tête du bébé doit se tourner et s'allonger. Hein, et donc la rotation interne du bébé est une clé de la naissance. Il faut qu'il y ait cette rotation interne parce que donc si la tête est dans le mauvais sens, ça marche pas. Hein. Donc la tête bien engagée doit s'allonger pour s'adapter à la forme du vagin. Hein. Et la descente du bébé au fur et à mesure fait progresser la naissance. Hein. On va mesurer l'avancement de la tête dans l'ouverture du col de 0 à 5 et puis à plus de 5 quand le bébé est prêt à sortir. Et donc, durant la sortie, les muscles du vagin vont presser sur la boîte crânienne du bébé et encore plus l'allonger. Et ça va agir sur la qualité de connexion du système nerveux central. Donc, encore une fois, là, il y a l'aspect, la pression, le travail donc qui va s'effectuer sur la tête du bébé a son importance dans le système nerveux. Et c'est quelque chose que vous n'aurez pas si le bébé sort par césarienne. Alors, accélérer le travail, j'en ai beaucoup parlé. C'est clair, il n'y a pas de mystère. Rester allongé sur un lit pendant que vous dilatez, ça n'a jamais facilité les choses. C'est pratique pour ceux qui veulent vous examiner, et puis c'est tout. Hein. La seule moyen de moins souffrir, c'est d'accélérer les choses, de rendre les contractions efficaces, de bouger et d'utiliser la gravité. Alors là, la photo qu'on voit là, c'est quelque chose que j'ai expérimenté, qui marche très bien. Il faut se mettre... moi j'étais beaucoup à 4 pattes, ou alors sur les genoux, avachie sur quelque chose. Bon, elle n'est pas sur les genoux, elle est assise. Hein. Vous pouvez, du moment que vous êtes dans cette position où il y a la gravité qui facilite la descente. Hein. Donc, retarder au maximum le moment où vous risquez de succomber à la péridurale est très important. Et dès que vous serez branché, ça sera cuit. Hein.
Donc, il faut vous mettre à quatre pattes, rester à l'horizontale, faire progresser plus vite votre dilatation avec des positions donc qui vont utiliser la gravité. Alors, encore des positions qui soulagent. Donc là, on voit une maman qui est dans une piscine. Ça, c'est un rêve. Voilà. Et dans la position que moi, j'ai utilisée beaucoup. Donc ça, c'est des positions qui soulagent et rendent les contractions efficaces. Et donc, jamais sur le dos, mais toujours sur le ventre, enfin sur le ventre. Dans ce sens-là, en s'appuyant d'une façon ou d'une autre au niveau des épaules. Donc le but est quand même de tenir pour après 6 ou 7 pour tenir le coup, pour éventuellement poser une péridurale ou pas du tout. Hein. Et là, vous savez que le plus gros est fait et vous pouvez vous reposer et en profiter hein, à ce moment-là. Si vous tenez jusqu'à 6, 7, 8, au moins 7, 8. Alors, en dehors de soulager les douleurs classiques de la grossesse, ce qu'on m'a toujours réclamé le plus, c'est de déclencher les contractions. Bon, c'est vrai qu'en fin de grossesse, on en a vraiment marre. Dès qu'on dépasse la date présumée et qu'on préfère éviter d'être déclenché à l'ocytocine, on peut le faire, accélérer la mise en route du travail. Alors, pour déclencher en fin de grossesse, il y a des points connus. Le 4, large intestin. Le 6, rate. Alors ça c'est les points qu'il faut jamais utiliser pendant la grossesse, hein, mais ça c'est des trucs que j'explique dans mes livres. Le 4GI c'est dans la pince là, entre l'index et le pouce, hein, je vous le montrerai tout à l'heure si vous voulez quand on répondra aux questions. Et le 6 rate il est au-dessus de la malléole interne de la cheville. Et puis tout ce qui est au-dessus du coup de pied aussi, au-dessus du pied, tout ça c'est plein de points et autour du tendon d'Achille, tout ça c'est des points qu'il faut pas toucher, c'est des zones qu'il faut pas toucher pendant l'accouchement. Par contre, c'est des zones qui vont faciliter la montée de l'air. Donc il y a des huiles essentielles à masser sur les points en question. Donc là, quand vous voulez déclencher, il faut utiliser le 4GI et le 6 rate. Et il faut leur mettre des huiles comme le fenouil, la sauge clarée, l'amande poivrée, le géranium. En particulier, bon, vous n'allez pas toucher à l'encens de Liban parce que ça va vous faire chuter votre lait. Par contre, vous pouvez en mettre. Alors, je vous le dirai, mais c'est principalement c'est sur le bébé qu'il va falloir utiliser ça. Alors là, je vous ai fait une liste du minimum vital à emporter, à avoir de près avant de partir à l'hôpital. Et là, il y a une boisson. Parce que alors, il y en a qui vous disent qu'il faut qu'ils vous branchent à une perf, hein, sous prétexte de vous donner des fluides. C'est complètement idiot. Vous pouvez vous en faire un vous-même qui sera sans les cochonneries qu'ils mettent dedans, donc sans glucose. Vous pouvez vous faire votre Gatorade maison, donc votre source d'électrolytes. Alors là, je vous donne toute la recette avec du sel de mer, etc. Il y a voilà du jus de citron, du miel, un peu de sel, du calcium et de l'eau. Voilà, c'est tout. Et ça vous fait votre Gatorade maison complètement sain, hein, qui va vous garder hydraté si besoin. Moi, je sais que pendant mes accouchements, je n'ai jamais rien bu. J'ai pas eu soif. Bon, mais il y en a qui vomissent, hein, et donc si c'est clair que si vous mettez à vomir, bon là vous n'avez pas le choix, mais franchement c'est qu'il y a un truc qui va pas aussi. Hein. Voilà, donc au niveau de la douleur, c'est vrai que la douleur, des fois, peut être suffisamment forte pour provoquer des choses imprévues. Mais donc, vous pouvez considérablement travailler sur la douleur déjà 2 mois avant l'accouchement, si vous vous efforcez de diminuer le sel de vos plats et surtout le sucre. Le sucre, c'est votre passeport pour la candidose en plus. Donc, un bon conseil, faites une croix dessus. Donc, plus de sucre 2 mois avant l'accouchement. Et là, je vous donne un mélange d'huile essentielle antidouleur à appliquer en massage pendant le travail. Donc, c'est pour votre coach. Il faut l'avoir préparé à l'avance. Hein, dans le dos, sur les pieds, sur les épaules. Vous pouvez vous entraîner avant, hein, tailleur des bras. Vous pouvez l'utiliser avant l'accouchement. Aussi souvent que nécessaire, toutes les 15 minutes, donc à la fréquence des contractions, si vous voulez. Donc, dans 20 ml de pépins de raisin ou autre chose, hein, ça peut être du millepertuis, enfin, vous choisissez l'huile de base végétale que vous voulez. C'est tout bêtement de la camomille avec de l'amande poivrée, de la lavande aspic. Bon, de toute façon, au dernier trimestre, vous pouvez y aller tranquillement avec ce qui est menthe, lavande aspic, camomille. C'est pas quelque chose que je vais vous mettre au premier trimestre, mais au dernier trimestre, vous pouvez le faire. Si vous vous sentez fragile émotionnellement, vous rajoutez de l'encens d'oliban et de la lavande.
Vraiment, voilà, c'est 2 gouttes hein, d'encens d'oliban, donc c'est pas ça qui va vous faire chuter votre lait, bien c'est pas à ce moment-là que vous allez encore en avoir. Il y a d'autres moyens de le faire monter de toute façon. Donc, ce qu'il faut que vous ayez avec vous pendant le travail, voilà, j'ai toute une liste là, une liste énorme. Hein. Il y a donc de la tisane, du Gatorade maison, une bouillotte électrique pour faire un truc qui vous, qu'on puisse vous mettre quelque chose qui réchauffe là où vous avez mal. Une grosse balle à exercice pour vous asseoir dessus, hein, ça c'est génial. Moi j'ai passé mon temps à me balancer pendant des heures comme ça, là. Enfin des heures, non c'était pas tant que ça finalement, mais voilà. Utilisez, s'ils ont pas de, renseignez-vous, hein, s'ils ont pas de fauteuil à bascule, ramenez-vous votre grosse balle à exercice, mettez-vous dessus. Tout ce qui va vous faire bouger le bassin est très bien. Et donc les huiles essentielles, donc camomille romaine, lavande aspic, menthe poivrée, encens d'oliban, déjà diluées. D'hydrolat de camomille pour pulvériser sur le visage, de la menthe au cas où il y a des éventuelles nausées de fin de travail, un baume pour les lèvres, des balles de tennis, un snack sans sucre mais riche en hydrates de carbone, de la musique, un appareil photo, une chemise de nuit, des chaussettes douces, etc. Voilà. En gros. Et alors, idéalement, ce que j'aurais pu rajouter ici, c'est tout ce dont vous avez besoin pour l'arrivée du bébé. Donc, c'est de l'encens d'oliban avec du néroli pour lui mettre une goutte entre les yeux sur le front, qui sera hypnotique dès que vous le prenez dans les bras, pour l'aider dans la transition déjà, pour éliminer toute forme de trauma lié à la naissance, et pour que graver dans son subconscient le réconfort d'être dans vos bras et d'être contre vous quand il aura n'importe quel problème après, lui se tend pas, mais je veux dire n'importe quel stress, le fait de retrouver le contact avec l'encens d'oliban et le néroli va leur faire ressentir ce moment de plénitude qu'il aura eu dans vos bras et va être une forme d'antidote hypnotique à n'importe quelle forme de stress venant de l'extérieur. Donc c'est une super recette à conserver. D'ailleurs, j'ai écrit tout un article là-dessus si vous voulez. Voilà, on a fait le tour, il y aurait encore beaucoup de choses à dire. J'ai écrit beaucoup plus sur le sujet dans comment devenir une super femme. Ne vous jetez pas dessus parce que je viens de le rééditer et je vais le remettre en circulation début février. Mais donc, si c'est un sujet qui vous intéresse, j'ai mis beaucoup plus de choses dans le bouquin sur le sujet. Voilà, bon, on est prête pour les questions. Là, je vous ai mis donc les accès aux articles qui peuvent vous intéresser là, sur comment mélanger vos huiles, les accès aux livres, le coaching et si vous voulez tout savoir sur l'aromathérapie holistique via Aroma.